Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire Kael, un jeune garçon né dans la pauvreté, élevé par sa grand-mère après la perte de ses parents. Est devenu un héros après de nombreux sacrifices et des années de combat. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre cette belle histoire. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et aimez la vidéo si ce n'est pas encore fait, cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes. C'est parti! Au nord de l'empire d'Elindor, où les vents fredonnent les lamentations des anciens et les dunes dessinent l'empreinte des héros d'autrefois, se trouvait le paisible village de Kael'Nora. Perdu entre les collines d'ambre et les rivières aux eaux bleues comme l'opale, c'était un lieu où le temps semblait ralentir, où les enfants couraient pieds nus sous les soleils jumeaux, et où les vieillards racontaient les exploits des rois du passé éclatant. Parmi les enfants de Kael'Nora vivait un garçon nommé Héron. Silencieux, curieux, il portait dans ses yeux une mélancolie que peu d'âmes de son âge connaissaient. Sa mère, Lyria, avait été emportée par une fièvre des sables, une maladie aussi ancienne que les pierres du temple de Valzor, alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Son père, Karel, jadis chasseur de nuages et compteur du feu, s'était évanoui dans la brume matinale un jour sans adieu, emportant avec lui les promesses brisées et le fardeau d'un amour déchu. C'est Almira, la mère de Lyria, qui recueillit Héron. Femme au dos courbé, aux mains marquées par les moissons et les sorts de guérison, elle était le pilier muet de ce qui restait de leur lignée. Dans une hutte de pierre blanche, au toit de chaume tressé par le vent, elle éleva Héron avec le peu qu'elle possédait, une couverture d'hiver rapiécée, un bol de racines bouillies, et une voix qui chantait chaque soir les légendes des rois voyageurs et des bêtes lumières. Les jours étaient longs et les nuits, froides comme le souffle du nord. Héron passait ses matinées à chercher du bois mort, à aider Almira à moudre les graines de Jarna, et ses soirées à observer les étoiles danser au-dessus des dunes. Il apprit très jeune à reconnaître les constellations, l'œil du cerf, la lame de Giron, les jambes de Taria. Mais l'harmonie fragile de Kael'Nora fut brisée l'année des 4 sèches. La pluie ne vint plus. Les rivières se transformèrent en poussière. Le sol fendillé n'offrait plus que misère. Les anciens prièrent, les jeunes partirent, les bêtes tombèrent une à une. Almira, dont les forces étaient déjà fragiles, tomba malade. Une toux sèche secouait son corps maigre. Pourtant, elle gardait le sourire, et chaque soir, elle disait à Héron. « Souviens-toi, petit éclat d'étoile, même au plus profond de la nuit, la lumière veille. » Héron faisait tout pour la soulager. Il chantait pour elle, lui racontait les histoires qu'il inventait. Il parla de navires de sable, de dragons de pluie, de royaumes au-delà des monts de cendres. Mais dans son regard, la peur s'installait. Il sentait que le monde voulait l'arracher à elle. Un matin, alors que le soleil était encore caché, Almira le réveilla. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais sa voix resta ferme. « Héron, il est temps. Je ne pourrai plus te porter vers l'avenir. Mais quelqu'un viendra. Quelqu'un qui saura. » Ce fut leur dernier hiver ensemble. Les jours qui suivirent furent flous pour Héron. Le village s'éteignait lentement, comme une chandelle sans mèche. Mais au loin, dans les brumes du matin, une silhouette approchait, drapée dans un manteau d'ombre et de lin. La silhouette se rapprocha lentement, avec une assurance silencieuse, comme si les vents eux-mêmes s'écartaient pour lui laisser passage. C'était un homme de haute stature, au visage marqué par le temps et la sagesse. Ses yeux, couleur d'ambre ancienne, brillaient d'une lumière douce mais puissante, comme celle des pierres de lune. Son manteau de lin sombre, bordé de symboles anciens brodés à la main, ondulait autour de lui comme une ombre bienveillante. On l'appelait Alano le Juste, mais dans les récits de l'Empire, il était connu sous le nom de Maître Kaor, le gardien de l'équilibre. Il s'adressa aux anciens du village avec une voix posée, et rapidement, son attention se tourna vers Héron. Il l'observa longuement, comme s'il voyait au-delà de la chair, jusque dans l'âme. « Il porte en lui une flamme oubliée, dit-il. Un éclat né pour raviver la balance. » Les villageois, même dans leur misère, se signèrent de gestes anciens. L'arrivée d'un tel homme était un signe. Un départ. Kaor s'approcha d'Héron et posa une main sur son épaule. « Veux-tu quitter la poussière pour l'horizon? Veux-tu apprendre pourquoi ton regard cherche les étoiles ?» Héron n'eut pas besoin de répondre. Son silence était déjà un pas vers l'avenir. Et ainsi, le jeune garçon quitta Kael'Nora, laissant derrière lui les ruines de ses souvenirs et la tombe de celle qui lui avait donné l'amour et les contes.
Son cœur était lourd, mais une étincelle nouvelle grandissait en lui, l'espoir. Le voyage fut long et fascinant. Ils traversèrent les plaines de l'oubli, où les pierres chantent les noms effacés, puis longèrent les rivières de feu follet de Tirmael, où les poissons parlent en rêve. Héron, facé, posait 1000 questions. Cahor, patient, répondait par des paraboles. Le monde est un livre que peu prennent le temps de lire. Les sages tournent ces pages avec les yeux de l'âme. Ils firent halte dans les marchés d'argile vivante de Zantor, où les artisans sculptaient des statues qui pleuraient. Ils franchirent les arches des 1000 vies, gravés des noms de ceux qui avaient changé le cours du destin. Ils marchèrent sous les feuillages sacrés de Myriel, la forêt des arbres chantants, où chaque tronc murmurait un ancien serment. Plus ils avançaient, plus Héron comprenait que le monde était un tissage infini, où chaque fil avait sa place. Ses douleurs, jadis insurmontables, devenaient maintenant les pierres de son sentier. Et un soir, alors que la lune se levait sur l'horizon d'Elindor, ils arrivèrent en vue de Valdarion, la cité des ponts célestes et des promesses oubliées. Perchée entre ciel et pierre, à flanc de falaise, la cité semblait flotter dans un rêve. Ses tours étaient d'argent, ses ponts sculptés de verre unique, et ses jardins suspendus brillaient de lucioles éternelles. « Voici ton nouveau foyer, dit Cahor. Mais rappelle-toi, chaque réponse que tu cherches commence par une question que tu n'as pas encore osé poser. » Héron, les yeux écarquillés et le cœur palpitant, franchit la porte de Valdarion. Il ne savait pas encore ce qu'il allait devenir, mais il savait ceci, l'aventure avait commencé. Valdarion s'élevait telle une cité suspendue entre ciel et pierre, avec ses ponts de cristal vibrant aux lueurs de l'aube et ses tours chantantes d'où les mages veillaient sur l'équilibre du monde. En arrivant, Héron fut saisi par la beauté irréelle de cet endroit, comme si les étoiles elles-mêmes avaient tissé les murs de cette cité. Les rues serpentaient entre des jardins suspendus, où poussaient des fleurs que l'on disait nées du premier souffle du monde. Maître Cahor mena Héron à la tour d'Auréa, un sanctuaire paisible à l'écart du tumulte, où vivait une femme d'une grâce austère, Séléna d'Auréa. Vêtue de robes tissées de soie lumière, ses cheveux de jais parsemés de filaments d'or semblaient murmurer les secrets du vent. Séléna était plus qu'une érudite, elle était une légende vivante, maîtresse des arts anciens, des langages oubliés et des souffles du monde. Séléna observa longuement Héron, ses yeux pâles scrutant les cicatrices invisibles qu'il portait. Puis, d'un ton calme, elle dit simplement. « Ce garçon apprendra. » Et c'est ainsi que débuta pour Héron une nouvelle vie. Chaque jour, il se levait avant l'aube. Il apprit à entretenir les lanternes astrales, à préparer des infusions aux herbes du ciel, à soigner les blessés qui venaient chercher refuge à la tour. Séléna n'expliquait jamais ses gestes, elle faisait, et Héron imitait. Le silence était leur premier maître. Mais le silence n'était jamais vide. Il était rempli de sens, de patience, d'attention. En observant, Héron découvrit des gestes millénaires, la manière de tracer une rune de paix sur le front d'un enfant fiévreux, de chanter pour guider une âme mourante, ou de filer la soie lumière qui, une fois tressée, guérissait les esprits tourmentés. Les années s'écoulèrent comme un fleuve discret. Le garçon, frêle et farouche, grandit et changea. Un jour, lors d'une cérémonie du renouveau, Séléna lui donna un nom nouveau, Caël. Un nom chargé d'histoire, celui du roi rebelle qui jadis avait défié les tyrans pour libérer les peuples du Sud. Ce nom n'est pas un honneur, dit-elle, mais un poids. À toi de lui donner sa lumière. Caël accepta ce nom avec humilité. Il étudia l'art du verbe, cette magie subtile qui liait les mots à la matière. Il apprit que chaque mot pouvait guérir ou blesser, élever ou détruire. Il maîtrisa le souffle du vent, une technique ancestrale pour lire les intentions dans les courants d'air et les vibrations du monde. Mais par-dessus tout, il s'imprégna des fondements de la dignité, cet art intérieur que Séléna appelait la voix muette du cœur. Il était fougueux, parfois impatient, souvent enflammé. Il voulait comprendre vite, agir fort, prouver sa valeur. Et chaque fois qu'il trébuchait, Séléna, inébranlable, lui répétait. La grandeur ne réside pas dans la force, mais dans ce que tu fais quand tout semble perdu. Et parfois, quand la fatigue le prenait, Caël levait les yeux vers le ciel de Valdarion, où flottaient les ponts célestes, et il se rappelait les collines de Caël-Nora, les contes de sa grand-mère, et les yeux d'ambre de Maître Cahor. Alors, il serrait les dents, et poursuivait. Car il savait qu'il n'était plus seulement un orphelin.
Il était l'élève de Séléna Doréa. Et un jour, peut-être, il deviendrait lui-même gardien de l'équilibre. Le soleil s'était levé sur Thiès avec une clarté éclatante, comme si les astres eux-mêmes bénissaient l'événement à venir. La ville entière vibrait d'excitation, c'était le jour de la grande course des ânes, une tradition ancestrale qui mêlait adrénaline, rire et bravoure. Les enfants couraient partout, imitant les cris des jockeys, tandis que les anciens s'installaient à l'ombre des grands baobabs, échangeant leurs pronostics à voix basse. Cette course, bien plus qu'un simple divertissement, était devenue un rite de passage pour les jeunes du quartier. S'y présenter, c'était oser se mesurer à ses pairs, défier les attentes, rêver d'une gloire fugace mais intense. Pour Ahmet, désormais adolescent, l'occasion était trop belle. Il n'était plus le petit garçon silencieux de son arrivée. La ville, ses épreuves et ses apprentissages l'avaient transformé. Quelque part entre les corvées de marché et les nuits d'insomnie passées à contempler les étoiles, une force s'était forgée en lui, le désir de se faire un nom. Il ne possédait pas de monture à lui, mais il savait à qui s'adresser. Mame Car, une vieille marchande aux allures bourrues mais au cœur immense, possédait une bête aussi têtue qu'elle. L'âne, au pelage gris piqueté de blanc, traînait sa réputation de râleur infatigable dans tout le quartier. Mais Ahmet l'aimait bien. Il y voyait plus qu'un simple animal, un compagnon d'infortune, un frère de misère, un miroir de sa propre ténacité. « Tu veux vraiment courir avec ce vieux-là » lui lança un voisin en ricanant. « Je cours pas avec lui » répondit Ahmet avec un sourire tranquille. « On court ensemble. » Il le surnomma affectueusement Modoulo, en hommage au célèbre lutteur sénégalais dont la rage de vaincre et la force tranquille l'inspiraient depuis toujours. Toute la veille de la course, Ahmet bichonna la bête. Il lava son pelage avec de l'eau parfumée à la menthe, lui prépara un mélange spécial de maïs et de dattes, et surtout, il lui parla. Il lui raconta ses rêves, ses peurs, ses blessures. Il lui promit qu'ils gagneraient ensemble, ou qu'ils échoueraient la tête haute. « T'es peut-être vieux, mon gars, mais moi aussi, on m'a dit que j'irais nulle part. Alors on va leur montrer, hein ?» Modoulo, imperturbable, mâchonnait une poignée de feuilles, l'air de comprendre. Le matin de la course, le quartier était en liesse. Les tambours résonnaient, les griots chantaient les exploits des vainqueurs passés. Les coureurs, parés de tenues bigarrées, menaient leurs bêtes sur la ligne de départ. Ahmet, vêtu d'un boubou simple mais propre, avançait avec fierté. Il n'avait pas la monture la plus rapide, ni le soutien du plus grand nombre, mais il avait autre chose, la foi. Une foi têtue, inébranlable. Celle qui pousse à avancer même quand tout semble perdu. Il monta sur le dos de Modoulo, jeta un dernier regard à la foule où il aperçut Mame Car, bras croisés, un sourire en coin, puis fixa l'horizon. Le gong résonna. Les sabots frappèrent la terre. Et l'épreuve pouvait commencer. Le matin de la course, l'air était chargé d'une tension presque palpable. Les tambours battaient à un rythme effréné, les cris des spectateurs s'élevaient dans un mélange de joie, de paris murmurés et d'attentes frénétiques. La ligne de départ ressemblait à une frontière entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre les souvenirs de l'enfance et les promesses de l'avenir. Pour Kael, c'était plus qu'une simple course, c'était un combat pour l'estime, pour l'honneur, pour l'âme d'un garçon qui n'avait jamais vraiment cessé de chercher sa place dans ce monde. Il serra les rênes de Féanor, le regard droit, la mâchoire crispée. Il avait tout misé sur ce moment. Dans sa tête résonnaient les mots de Séléna, « Fais toujours ce qui est juste, même lorsque le monde te regarde en silence. » Le signal fut donné. Un fracas de sabots emplit la plaine. Les autres coureurs bondirent en avant, leurs bêtes soulevées par l'euphorie collective. Mais Féanor resta immobile. Comme figé dans le temps. Il ne bougea pas d'un pas. Un silence étrange enveloppa Kael. Puis vinrent les rires. Des éclats moqueurs, des chuchotements acérés comme des flèches. Il croyait quoi, celui-là? Qu'un vieil âne allait lui donner la victoire? Kael, rouge de honte, tira sur les rênes, encouragea son compagnon à avancer, à bouger, ne serait-ce que d'un pas. Mais Féanor restait impassible, les yeux mi-clos, comme détaché de la scène. « Allez, Féanor, s'il te plaît, » murmura-t-il, suppliant. Rien. Alors la panique prit le dessus. Kael cria,
tira de plus belle, frappa même le sol du pied, comme pour réveiller un destin qui semblait vouloir l'ignorer. Et puis, dans un geste brusque, guidé par la colère et la honte, il leva la main. Il n'en croyait pas lui-même. Sa main, son bras, ce corps qu'il croyait en harmonie, s'était mué en bourreau. Mais avant que le geste ne se termine, une voix grave et douce l'arrêta net. « Pourquoi te bats-tu ainsi ?» Un homme se tenait là, vêtu d'un manteau au reflet d'obsidienne, une gemme suspendue à son cou. C'était Elia de Lunombre, chroniqueur légendaire des peuples oubliés, porteur du cristal mémoire, un artefact ancien capable de capturer les vérités du monde. Kaël se retourna, les larmes aux yeux, la gorge nouée. Il refuse de courir, mais pour manger, il est toujours le premier, dit-il dans un souffle mêlé de tristesse et de frustration. Il baissa les yeux vers Féanor, son cœur battant comme un tambour de guerre. Si nous rentrons comme ça, il aura le dos lacéré de mes échecs. Elia s'approcha lentement, posa une main ferme mais bienveillante sur l'épaule du jeune garçon. Ne le fais pas, dit-il. Ce n'est qu'un esprit fidèle, pas un ennemi. Il sent ta peur, il porte ton trouble. Tu n'as pas besoin de le forcer. Ce que tu cherches ne se gagne pas en dominant, mais en comprenant. Kaël resta figé quelques instants, le souffle court. Puis il relâcha lentement la corde, baissa la tête, posa sa main sur l'encolure de Féanor. « Tu as raison, murmura-t-il. Je suis désolé, mon frère. » Le silence se fit autour d'eux. La foule s'était tue, intriguée par la scène. Elia, sans dire un mot de plus, activa le cristal mémoire. Une douce lumière bleutée jaillit de la gemme, capturant l'instant, la douleur, la tendresse, le pardon. Plus tard, ce moment serait diffusé à travers les royaumes. Mais pour Kaël, ce jour-là, ce fut surtout le moment où il comprit que le chemin vers la grandeur ne se trace pas dans la victoire, mais dans la chute, et dans ce que l'on choisit d'en faire. La scène de la course, cet instant suspendu entre colère, honte et compassion, avait été capturé sans que Kaël ne le sache. Le cristal mémoire d'Elia de Lunombre avait enregistré non seulement les images, mais aussi les vibrations émotionnelles, les regards, les silences lourds de sens, et les murmures étouffés de la foule. Le soir même, dans une salle feutrée du grand hall des messagers, Elia activa le cristal. Des mages scribes, des conteurs errants, des archivistes de l'Empire s'étaient réunis là, attirés par la rumeur d'un événement hors du commun. L'image flottante de Kaël, son regard d'enfant blessé, les mots qu'il avait prononcés, il refuse de courir, mais pour manger, il est toujours le premier. S'élevèrent dans l'air, projetés comme une prière. Les premières larmes coulèrent sur les joues d'un vieux doyen venu des confins de Soliena. Puis, comme un vent de sable traversant les dunes, l'émotion gagna tous les cœurs. On n'y vit pas un simple échec, mais la métaphore d'un peuple tout entier, opprimé, incompris, mais digne. La noblesse d'Elindor, les érudits des Hauts-Palais, les marchands d'ambre de la côte d'Almaty, jusqu'aux bergers du plateau de Norin, tous furent touchés. Le lendemain, les tours des annonciateurs diffusèrent l'extrait dans les sphères publiques des cités majeures. Dans les tavernes comme dans les temples, on parlait du garçon au manteau usé, de l'âne nommé Féanor, et du silence bouleversant qui suivit sa chute. Un groupe d'enfants dans la cité de verre confectionna des figurines de Kaël et de Féanor en cristal recyclé. Une troupe de théâtre itinérant mit en scène la course dans une représentation poétique intitulée Les pas de l'innocent. Des artistes tissèrent le moment dans leur toile, des musiciens le chantèrent sous la forme d'une complainte nommée le fracas du cœur juste. Puis vint l'élan décisif. Une prêtresse de la lignée des larmes, Mère Iriel, proposa la création d'une offrande collective. Elle la nomma la cagnotte de l'espoir. L'idée fut simple, que chacun donne selon son cœur et ses moyens, pour redonner une chance à cet enfant, et à travers lui, aux milliers d'oubliés d'Elindor. La réponse fut foudroyante. Des pièces en or fluide arrivèrent par les pigeons d'ambre. Des sacs de gemmes, des objets enchantés, des promesses d'enseignement, des contrats d'apprentissage. En quelques jours, une véritable montagne de bienveillance se forma. Kaël, lui, n'en savait rien encore. Il se tenait seul dans l'ancienne écurie où Féanor dormait, lui caressant le flanc doucement, murmurant des mots d'excuse à peine audibles. Il ne comprenait pas qu'au-delà des murs, un empire entier s'était tourné vers lui. Mais bientôt, les premières lueurs de ce destin nouveau viendraient frapper à sa porte.
Michael au matin du solstice des vents. Il fut convoqué dans la grande salle du temple de Saphir, là où les décisions d'espoir sont annoncées. En entrant, il trouva Maître Cahors, Séléna d'Auréa et une dizaine de dignitaires vêtus de robes lumineuses, au regard bienveillant. Un parchemin scellé lui fut tendu. Il l'ouvrit, et ses yeux se posèrent sur l'emblème de l'Académie des Arts Majeurs. Il avait été accepté. Une bourse complète, un logement dans la tour de l'éveil, et un mentorat personnalisé. Kael, les mains tremblantes, regarda autour de lui. Il sentit les regards emplis d'attente, d'amour presque, et comprit, ce n'était plus seulement son combat. C'était celui d'un peuple entier qui avait mis en lui un fragment d'espoir. Avant de franchir les portes de l'académie, il retourna voir Séléna. Elle l'attendait dans la cour du lys de lune, là où il avait appris à tracer ses premières runes. Il s'agenouilla devant elle. « Je n'ai pas de mots assez grands, commença-t-il. »« Alors n'en dis pas, » répondit-elle en souriant. « Va. Le monde t'attend. » Ils s'enlacèrent longuement. Puis, comme un symbole, elle lui offrit une tresse de soie lumière, qu'il attacha à son poignet. Accompagnée de Maître Cahors, Kael fonda peu après le sanctuaire de Féanor, un lieu sacré dans une ancienne tour abandonnée de Valdarion. Là, furent accueillis les enfants sans nom, les orphelins des grandes guerres, les rêveurs oubliés. On y enseignait l'écoute, la dignité, la parole et la paix. Kael, tout en poursuivant ses études à l'académie, y revenait chaque soir pour raconter des histoires, soigner les cœurs blessés, nourrir ceux qui avaient faim de plus que de pain, de regard, de sens, de lumière. Et ainsi, sans même s'en rendre compte, Kael ne devint pas seulement un élève brillant. Il devint un flambeau. Un phare pour les âmes errantes. Un héros en marche. Les années passèrent, sous le nom d'Héron, Kael parcourut l'empire d'Elindor. Il n'était plus le jeune garçon d'autrefois, celui qui cherchait à prouver sa valeur par la force ou la vitesse. Non, aujourd'hui, Héron était devenu un homme, mais un homme transformé, forgé par la souffrance, la sagesse et l'amour du peuple. Il marcha à travers les cités de pierre des hauts palais, où les nobles se réunissaient dans des salles ornementées pour écouter les poètes et les sages. Mais il s'arrêta aussi dans les montagnes d'Aldor, où les ermites avaient construit leur refuge dans le vent, et dans les forêts profondes de Myriel, où les esprits des ancêtres se murmuraient entre les arbres. À chaque étape de son voyage, il parlait, non pas comme un érudit ou un maître, mais comme un homme qui avait vécu l'humilité du cœur. Ses discours n'étaient pas ceux des grands sages des écoles, ni des préceptes de rois. Non. Ses mots étaient simples, clairs, comme une brise douce sur un lac tranquille. Le véritable pouvoir, disait-il souvent, n'est pas de contraindre, mais de comprendre. Ce n'est pas de forcer, mais d'écouter. Ce n'est pas d'imposer sa volonté, mais de faire appel à la sagesse du cœur. Il parla dans les temples, où les prêtres des anciennes religions de l'équilibre l'écoutaient attentivement. Dans les amphithéâtres d'Aurélien, il inspira les masses avec son récit de courage, de chute et de rédemption. Les nomades de la grande plaine de Soliena, qui vivaient en marge de l'Empire, l'acclamèrent comme l'un des leurs, un enfant de la terre, leur frère d'âme. Mais ce qui frappait le plus dans les paroles d'Héron, c'était la manière dont il parvenait à faire se lever les gens, à leur rappeler que la véritable grandeur venait de leur capacité à surmonter les souffrances et à tendre la main vers ceux qui, comme lui, avaient vécu dans l'ombre. Un jour, en pleine campagne, Héron se retrouva face à un vieux sage de la montagne d'Aldor, un homme appelé Talindra le silencieux. Après l'avoir écouté pendant plusieurs heures, Talindra posa une question simple. « Pourquoi parcours-tu ces terres, Héron, si ce n'est que pour partager une vérité déjà connue par les anciens ?» Héron, sans hésiter, répondit. « Parce que la vérité doit être entendue par tous, pas seulement par ceux qui la connaissent déjà. C'est dans l'oubli de cette vérité que l'Empire a sombré. Et c'est en la transmettant que l'on peut changer les âmes. » Talindra sourit doucement. « Peut-être. Mais rappelle-toi, Héron, la vérité que tu portes est aussi une lourde charge. Il faut l'accepter et l'incarner dans l'humilité, comme la lumière qui se cache dans l'obscurité. » Héron se mit à réfléchir à ces mots et, sur la route de son prochain village, il se demanda s'il avait déjà accompli tout ce qu'il devait. Chaque moment était une nouvelle leçon, chaque être rencontré, un miroir. Épilogue. La dernière scène de l'histoire d'Héron se déroule plusieurs années après ses voyages. Le héros,
vêtu d'un manteau fait de vent et de brise, revient à Khael-Nora. Le village, qui avait vu ses premiers pas, est désormais paisible, baigné dans la lumière douce de l'aube. Les enfants jouent près des ruisseaux, les anciens racontent des histoires au coin du feu, et les oiseaux chantent dans les arbres. À ses côtés marche Fëanor, l'âne légendaire qui, bien que vieillissant, continue de porter dignement son fardeau. Il n'est plus le même qu'avant, ce n'est plus le Fëanor de la course d'âne, mais une créature qui porte les marques d'un voyage long et ardu, un compagnon fidèle dans la lutte, l'humilité et la rédemption. Héron s'arrête devant la hutte de sa grand-mère, désormais vide, mais pleine des souvenirs d'un passé qu'il porte avec amour. Il ferme les yeux un instant, respirant profondément, avant de murmurer. « Je suis revenu, non pour chercher quelque chose, mais pour laisser un peu de ce que j'ai appris. » Fëanor s'arrête à ses côtés, et Héron caresse tendrement le vieux flanc de l'âne. Ensemble, ils regardent l'horizon. Dans le silence, un murmure d'espoir semble traverser la brise. Il n'y a plus de quête de gloire, ni de désir de validation extérieure. Héron sait que son vrai voyage est celui du cœur, et qu'il est enfin arrivé à sa destination, non pas en tant que héros d'un empire, mais comme un homme libéré de ses chaînes intérieures. Et ainsi se termine l'histoire d'Héron, devenu légende, porteur de la sagesse des âges, et d'une vérité qui continue de résonner dans chaque recoin de l'empire d'Elendor, où les âmes perdues retrouvent la lumière de leur propre destinée. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater pour la prochaine vidéo.